Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui est pas connu ou peu connu, celui d'orthoptiste. Je l'ai bien prononcé. Et on va parler de CM Food, donc Community Manager Food. On va parler de danse, de prothésiste angulaire. Et vous vous demandez, mais il y a combien de personnes sur le plateau aujourd'hui? Il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule et on va la découvrir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talent. On se retrouve comme à l'accoutumée pour un nouvel épisode avec la seule et même personne qui s'appelle Naomi Galis. Bonjour Naomi. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Merci d'être venue. Ça nous fait plaisir de t'avoir. On a parlé de CM Food, de danse, d'orthoptiste. Oui. Donc, tu as fait beaucoup de choses. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Je vais t'expliquer. On va faire... on a 4 rubriques. La première, c'est qui tu es. La deuxième, c'est ton parcours. Après, ton métier. Et la dernière, c'est une surprise. Tu ne sauras pas. On va découvrir ça à la fin. Est-ce que tu aimes les surprises? Oui. Oui, ça va, super. Naomi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour commencer? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Naomi. Je suis d'origine chinoise et réunionnaise. Oui. Et je suis maintenant Community Manager Food. Et plus orthoptiste. Et donc, tu es réunionnaise. Oui. Tu viens du pays du rougail saucisse, du pâté créole, du piton de la Fournaise, parce que, faut le dire, c'est le volcan encore actif, en fait, sur cette île, Oui. et de la vanille Bourbon. Mm-hmm. D'accord. La Chine, je connais pas trop. C'est le pays du soleil levant, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai bon aussi. Je crois. Et sinon, toi qui as vécu à La Réunion, oui. Comment ça s'est passé entre la France et La Réunion? C'est quoi les différences? Ok. Du coup, moi, j'ai été à La Réunion jusqu'à mes 17 ans, donc après mon bac. Et d'ailleurs, je suis retournée vivre là-bas pendant 1 an en 2018. Et ce que je peux dire de La Réunion, c'est que le mode de vie et la qualité de vie sont vraiment différentes. Au niveau des avantages, je trouve, qu'on a à La Réunion, c'est qu'on vit de manière plus... On est cool. Cool, ouais. Les gens ont moins de pression. On prend le temps de faire les choses. Oui. Et du coup, les gens sont plus souriants, plus chaleureux. On se dit bonjour quand on se croise dans la rue. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais il y a aussi des inconvénients par rapport à ici. C'est que du coup, il manque des fois de certaines structures. Le coût de la vie est cher. Et du coup, ça va être plus difficile aussi de voyager parce que c'est une île. Oui. Donc, dès qu'on veut sortir... c'est compliqué, même quand tu veux recevoir des colis et tout ça. Oui, aussi. Ouais. Les taxes qu'il y a dessus, c'est les taxes et le temps que ça prend pour arriver, c'est quelque chose, ouais. Moi, j'ai un membre de ma famille, quand elle vient, parce que j'ai un membre de ma famille qui vient à La Réunion, elle achète tout. Elle fait le tour de tous les c'est ce qu'on fait, oui. C'est ce qu'on fait quand on vient en vacances, c'est terrible. Et quand moi je repars d'ailleurs en vacances là-bas, c'est je deviens un point relais. Je repars avec des valises chargées. Voilà. À un moment donné, je suis obligée de les stopper parce qu'il faut que j'amène un peu des vêtements pour m'habiller là-bas. C'est ça. Et quelles sont les grandes étapes de ton parcours? Alors, du coup, j'ai passé un bac scientifique quand j'étais là-bas. Ensuite, je suis venue à Montpellier d'abord. Et du coup, là, j'ai passé une première fois le concours d'entrée pour l'école d'orthopsie. Mais du coup, je l'ai raté. D'accord. Donc, j'ai fait une prépa à Montpellier pour préparer le concours qui était basé du coup sur 2 matières, la physique et la biologie. Et aussi un oral, du coup, à passer devant un jury. Et du coup, j'ai repassé le concours après mon année de prépa à Montpellier et en filet de sécurité à Marseille. Et du coup, c'est à Marseille que je l'ai eu. Ouais. Je voulais pas trop venir là de base, mais pas de regret. Je suis contente au final d'avoir été prise ici. Et est-ce que, par rapport au concours que tu as passé, tu as échoué à 2 matières? C'est ça que tu as dit, hein? En fait, ouais, à Montpellier, il était super dur le concours. Donc, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu n'étudiais pas ou parce que tu ne comprenais pas? Il y avait un facteur extra?
Ah non, non, j'étais une bonne élève et tout. C'est vraiment que le niveau du concours à Montpellier était élevé parce que plus de personnes voulaient aller là-bas. Et qu'à Marseille, en plus, Marseille, c'était la dernière école à rendre les résultats. Ah, d'accord. Donc forcément, en fait, les gens avaient le temps d'aller ailleurs et les gens voulaient pas trop venir à Marseille. C'est vrai que Marseille n'a pas une bonne réputation. Ouais, et mon concours, je l'ai passé il y a plus de 10 ans, donc c'était pire avant, je pense. Mais il faut venir à Marseille. Hein. Marseille, c'est une très, 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 très belle ville. Oui. N'écoutez pas les préjugés sur cette ville-là. Et moi, j'ai fait des recherches par rapport au concours. J'ai vu qu'en fait, le concours, c'était, comme tu as dit, il y a 10 ans. Mais maintenant, c'est tu postules à Parcoursup, tu fais tes vœux et tout ça. Ils vont étudier ton dossier, tu fais un entretien et puis après, ils vont voir si tu es pris ou pas. Donc, un concours en moins. Ceux qui ont peur du mot concours, ben voilà, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Et donc, une fois que tu as passé le concours, comment ça se passe? Tu intègres une école, un institut? Alors, c'est une école qui est reliée à la fac. Donc, on a les cours à la fac. Nous, on avait les cours à la fac de médecine, du coup, à la Timone et aussi des cours à la fac de Nord. Et on est en stage aussi pendant 3 ans. Donc, du coup, on a les stages qui changent toutes les 6 semaines. Et on avait des stages obligatoires donc à Nord et à la Timone. D'accord. Donc, stage en hôpital. Quand tu dis Nord, c'est l'hôpital Nord. Hein. Ouais, l'hôpital Nord. Et si on avait un peu de chance, qu'on était bien classé, qu'on arrivait à choisir d'autres stages, il y avait d'autres hôpitaux comme Sainte-Marguerite, l'Aveyron. Et en 3e année, pour ceux qui ont eu vraiment de la chance, des stages en libéral. Ok, ça marche. Et donc, c'est rattaché à une UFR? C'est rattaché à la fac de médecine. Ouais. Ok, ça marche. C'est ça que, quand je lisais, je me disais, mais bon, elle va nous expliquer tout ça dans tous les cas. Et c'était quoi les défis de ta formation? Parce que je sais qu'on a eu Audrey qui est interne en médecine aujourd'hui. Et elle nous parle du fait que les stages, c'est compliqué, les journées à rallonge souvent, que le milieu médical, tu sais, c'est pas facile à faire. Donc, toi, comment ça s'est passé ta formation? Au niveau des stages, il y a beaucoup d'observations en première année. Après, ils commencent à un peu nous faire les examens, etc. Mais je dirais que ce qui est un peu compliqué, entre guillemets, c'est que nous, quand on est arrivé dans l'école, c'était des ophtalmos qui géraient l'école. Et donc, en fait, ils nous forment pas vraiment à devenir orthoptiste pour aller en libéral, mais à devenir assistant d'ophtalmo. Ok, rien à voir. Voilà. Et c'est vrai que les programmes étaient un peu mal faits à l'époque et tout. Je sais qu'après, c'est une orthoptiste qui a repris la direction de l'école. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, de ce que j'avais entendu, il y avait quand même des changements qui étaient bien. Parce que c'est vraiment une orthoptiste qui a le panel, en fait, la réalité du métier, et voilà, qui explorait un peu tout, qui a structuré un peu la formation. Ok. Et donc ça, c'est la partie orthoptiste. Oui. On va parler de ça un peu plus tard, en long et en large. Tu fais beaucoup d'activités extra. Voilà. Je suis très curieuse. Tu fais de la danse. Oui. Tu fais des ongles. Oui. Montre un peu. Voir, non, là, si. Mais en fait, là, aujourd'hui, je représente vraiment le proverbe cordonnier le plus mal chaussé. Parce que hier, j'ai regardé ma manucure et j'en pouvais plus et j'ai tout enlevé. Ouais. Et ce matin, je me suis dit, mais mince, en fait, il y a l'interview aujourd'hui. Donc, j'ai mis juste un vernis. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de vernis. Mais comme je pars en vacances la semaine prochaine, je voulais pas reposer mes capsules et tout de suite. Et ça te vient d'où, en fait, le fait que tu aimes la danse, que tu aimes faire les ongles et toutes ces choses-là? Alors, déjà, de base, j'ai un profil très créatif. C'est vrai que je pense que dans ma famille, c'est quelque chose qu'on explore assez facilement. Ma mère fait beaucoup de travaux manuels, ma grand-mère aussi. Tout le monde aime cuisiner. Mon tonton, il a fait les beaux-arts. Donc, j'ai un peu grandi et baigné là-dedans. Ensuite, la danse, du coup... j'ai commencé à danser à l'église, moi, du coup, quand je partais à l'église avec mes parents, on m'a prise comme ça, on m'a dit viens dans le groupe de danse. Donc, c'est là que j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé ça, et du coup, j'ai continué à danser en dehors. Et les ongles, du coup, faut savoir que j'ai toujours aimé un peu les trucs
des petits trucs de filles et tout. Mais quand j'étais au collège, j'avais interdiction de me laisser pousser les ongles et mes parents m'avaient acheté juste de petits vernis irisés là, très je connais. discrets, les Yves Rocher là. Qui tiennent pas du tout. Et du coup, je mettais ça. Et le jour où mon père m'a autorisé à me laisser pousser les ongles, là, j'ai commencé à voir toutes les possibilités qui s'offraient à moi. J'étais passée dans un petit marché, j'avais trouvé des petits vernis à 1 €. Alors là, j'ai commencé à acheter des couleurs. Et là, j'ai commencé à regarder les blogs à l'époque, nail art, et à faire des dessins et tout. J'ai commencé à faire ça avec des cure-dents. D'accord. Et après, au fur et à mesure, j'ai pu m'acheter des petits pinceaux et tout. Et voilà. Ok, donc autodidacte. Après, tu t'es formée? Ouais. J'ai fait une petite formation avec une très bonne prothésiste ongulaire de Marseille. Du coup, une formation plus pour axée sur la manucure russe parce que je voulais apprendre à faire les cuticules. D'accord. Mais sinon, il y a tout ce qui est nail art et tout. J'ai appris tout ça en autodidacte. Bravo. Et pour quelqu'un comme toi qui aime explorer le monde et le champ des possibles, comment on fait pour s'orienter, pour choisir une carrière? Ouais, c'est pas évident parce que, du coup, moi, comme j'étais curieuse de tout et que j'étais une bonne élève, donc j'avais l'impression d'avoir tout le champ des possibles. C'est pas comme ça que j'ai choisi mon métier, mais du coup, je pense qu'il faut prendre le temps de vraiment comprendre ce qu'on aime, vraiment nos passions, et pas avoir peur aussi de faire de nos passions quelque chose qui nous paye en fait. De rentable. Ouais, parce qu'en fait, moi, par exemple, on m'a toujours dit, quand j'étais au lycée, je commençais à faire mes ongles et tout, on m'a dit, pourquoi tu fais pas ça comme métier et tout. À l'époque, le métier de prothésiste ongulaire n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas vivre de ce métier aussi bien que maintenant. Donc, moi, j'étais focus sur non, je veux faire quelque chose d'intellectuel. Voilà, j'ai des capacités, donc je vais les exploiter. On me pousse vers ça aussi dans ma famille, donc voilà. Mais du coup, prendre le temps de savoir ce qu'on aime et vraiment pas avoir peur de se lancer dans quelque chose qu'on aime faire. Et c'est surtout aussi que là, on parle de prothésiste angulaire, mais par exemple, des gens qui sont dans l'art et tout, il y a quelques années en arrière, dans certaines familles, tu pouvais pas dire je vais être peintre. En fait, par exemple, les beaux-arts, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'ai vu mon tonton y aller et tout, faire ses projets. Et c'était grave cool. Mais en fait, il y avait ce truc de, qu'est-ce que je vais faire après? Ok, les beaux-arts, c'est cool, mais ça va m'amener où? Est-ce que ça va m'amener vers un métier sécure? Et du coup, il y avait cette image un peu où la créativité, le monde artistique était un peu dévalorisé. Ok, donc pour revenir à l'orthoptiste que tu as été, c'est correct ou pas? Oui. C'est quoi le métier d'orthoptiste? Alors, le métier d'orthoptiste, ça va être du coup surtout la rééducation des yeux. Donc, on a ce pôle rééducation et aussi du coup être assistante de l'ophtalmo. D'accord. Rééducation. Donc, moi, j'appelle ça le kiné des yeux. Ouais, pour être plus facile, c'est ce qu'on dit. On dit ça, moi je me suis dit j'ai inventé un truc alors que non. Ah non, tout le monde dit ça. Ah super. Donc la rééducation. Et c'est quoi la différence entre le métier d'orthoptiste, d'ophtalmologue et d'opticien? Ok. Donc par exemple dans un parcours client, patient plutôt du coup, et où l'orthoptiste est affilié à un ophtalmo. Du coup, le patient va voir l'orthoptiste en premier. Nous, on va faire une préconsultation. Donc, en fait, on va faire tous les examens au préalable. Et après, ils vont voir l'ophtalmo. L'ophtalmo va voir le dossier, va analyser la partie anatomique. Et du coup, après, le patient passe avec la prescription chez l'opticien et se fait faire les lunettes. Dans le cas du libéral, on peut être prescrit par soit des ophtalmos, soit des médecins,
soit d'autres spécialistes de la santé. Et du coup, s'il y a un petit souci, on peut même être demandé par tout ce qui est maîtresse d'école. D'accord. Voilà, ça peut être vraiment orienté par plein de personnes. Et du coup, là, il peut y avoir une rééducation oculomotrice, donc vraiment travailler les muscles des yeux. Et il peut y avoir aussi la rééducation basse vision chez les personnes qui ne voient plus très bien. De la rééducation aussi pour tout ce qui est visio-spatial chez les enfants qui ont des dyspraxies, toutes les 10 du coup. D'accord. Donc voilà, c'est un métier qui est quand même assez large au final. Et le strabisme, vous vous occupez de ça aussi ou pas? Ouais, en fait, on va mesurer un strabisme. Après, selon le type de strabisme, il y en a qui peuvent se traiter si c'est des strabismes latents. Mais du coup, si c'est un vrai strabisme qui se voit, ouais, ça s'opère. D'accord. Et quand on opère, on revient chez l'orthoptiste ou pas? Du coup, les orthoptistes, surtout, en gros, ça se fait surtout à l'hôpital ou du coup dans des centres un peu du coup spécialisés. C'est assez rare, en tout cas, à Marseille, là où il y a des centres spécialisés et des hôpitaux spécialisés, les orthoptistes en libéral s'occupent pas forcément de ça. D'accord. Mais du coup, dans le cadre, donc à l'hôpital et tout, les orthoptistes vont prendre les mesures avant et après la chirurgie pour voir la différence. Des fois, il y a des petites séances un petit peu pour réadapter, remuscler, enfin voilà. D'accord. Tu parles d'exercice, mais comment tu rééduques un œil? Enfin, j'arrive pas à visualiser le genre d'exercice qu'il faut faire. Comment on fait? Ouais, alors on a des petits instruments de torture. Donc ça se passe en plusieurs phases. Il y a une phase où on va un petit peu échauffer les yeux parce qu'en fait, c'est des muscles qu'on rééduque. Les muscles qui sont autour des yeux et qui permettent aux yeux de bouger. Et c'est pas les muscles qui permettent de voir. Quand on soit bien d'accord. Du coup, l'orthopsie ne permet pas de ne plus porter de lunettes, mais c'est vraiment l'équilibre oculomoteur qu'on rééduque. Donc déjà, on va faire des petits échauffements en suivant des petites cibles et tout. Et après, en fait, on a ce qu'on appelle une barre de prisme. Et tu sais, les prismes qu'on mettait en physique. Oui. Voilà. Donc, on passe les barres de prisme devant les yeux. Et en fait, il y a l'exercice en fait de devoir tenir la cible. Voilà. C'est un peu particulier. Mais voilà, on a des petits exercices comme ça. Après, on a encore d'autres exercices. Mais plein de choses. Donc, est-ce que chaque trouble a un exercice ou c'est des exercices qui s'appliquent à tous les troubles? En fait, il n'y a pas énormément de troubles différents au niveau vraiment oculomoteur. Parce que du coup, c'est soit tu rentres trop vers l'intérieur, soit tu sors trop vers l'extérieur. Donc, et en fait, tu travailles les deux. Parce que du coup, il y a un équilibre à avoir entre la convergence du coup, et la divergence. Donc, on travaille toujours les deux. Et après, oui, selon si on fait de la basse vision ou de la rééducation neurovisuelle ou des choses comme ça, là, on va avoir des exercices qui sont plus adaptés. Quand on travaille avec les enfants, ça va être plus ludique aussi. Oui, j'imagine bien. Et c'est quoi le rythme de travail qu'on peut avoir? Le rythme d'un orthoptiste? Oui. Du coup, en libéral, en général, on fait un peu ce qu'on veut, mais ça va être souvent 9h ou 10h jusqu'à 19-20h. Parce que faut couvrir aussi du coup, les plages horaires où les patients peuvent venir. Et en cabinet, c'est souvent aussi ce genre d'horaire-là, 9h, 19h. Ok. Est-ce qu'il y a des passerelles? Par exemple, tu fais orthoptiste et puis après, tu peux faire un autre métier dans le même système? Ouais, il me semble pas. Parce que du coup, c'est vraiment une école spécialisée. Donc, voilà. Donc, même si c'est un métier de la santé, tu es obligé de peut-être recommencer? Ouais, je crois pas qu'on ait de passerelle parce qu'on a vraiment en fait des matières spécifiques. On n'a pas des matières de tronc commun. Donc, du coup, on apprend vraiment des choses spécifiques sur notre métier.
Ok. Et est-ce qu'il y a une différence de salaire entre le libéral et quand tu travailles En en hôpital? hôpital, ouais, de fou. L'hôpital, c'est mal payé. D'accord. Le libéral, après, t'as pas vraiment enfin, c'est plus tu travailles, plus t'es payé. Donc, au final, t'as pas vraiment de plafond, entre guillemets. Après, il y a aussi prendre des collaboratrices, des collaborateurs. Ça peut te permettre aussi d'avoir un pourcentage sur ce qu'ils font. D'accord. Et est-ce qu'on peut créer un cabinet spécial orthoptiste? Oui, il y a des orthoptistes en libéral. Et à Marseille, il y en a... Ouais, il y en a beaucoup. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients du métier? Disons que en libéral, en tout cas, je vais même pas parler de l'hôpital parce que j'en ai pas fait et que c'est pas forcément intéressant, je trouve. Mais en général, en tout cas, c'est un métier qui a quand même un panel assez ouvert sur déjà le genre de structure dans lesquelles on peut travailler et sur le genre de patients aussi avec qui on peut travailler. Donc, il y en a qui se spécialisent dans la basse vision, il y en a qui se spécialisent dans tout ce qui est neuro. Donc, voilà. Et du coup, après, les avantages en libéral, c'est de pouvoir, entre guillemets, gérer son temps. Voilà, ça vient aussi avec son lot de responsabilités et de charge mentale de gérer un cabinet, mais voilà. Et quand tu te lances dans ce métier, selon toi, il faut être prêt à quoi? Parce que je sais qu'il y a par exemple, la restauration, il faut avoir les reins solides. Parce que tu vas t'arrêter, tu vas faire des horaires vraiment de monstres. Et donc, dans ce métier-là, selon toi, il faut être prêt à quoi? S'il y a un truc que, en tout cas, enfin, ça c'est quelque chose que moi je suis pas trop comme ça, donc c'est vrai que pour moi il faut être prêt à ça. C'est vraiment prendre le temps d'entretenir des bonnes relations avec les prescripteurs. Donc faire des comptes rendus, avoir vraiment des relations où on prend le temps d'expliquer les choses, etc. Voilà. D'accord. Donc faut être quelqu'un qui aime aller vers les autres, ce genre de choses, un peu empathique, ou ça n'a rien à voir avec ce que tu expliques? Pas forcément empathique, mais il faut prendre soin de ses prescripteurs. Et après, il faut aussi, du coup, avoir aimé quand même un minimum le contact. Ça aussi, c'est vrai que pour moi, c'était un peu difficile au début, mais ça m'a permis de m'améliorer là-dessus. Parce que du coup, en fait, tu es en face de personnes que tu connais pas Et c'était tous les difficile jours. parce que tu les connais pas ou parce que tu es de nature... Je suis de nature assez timide. Voilà. Et du coup, au début, je savais pas quoi dire à mes patients. Sauf qu'en fait, tu es avec eux pendant 12 séances. Oui. Donc, à un moment donné, il faut parler. Et ça m'a appris, du coup, au moins dans le cadre professionnel, et je pense que ça m'a aidé aussi dans ma vie personnelle, à parler, en fait, à faire la conversation, tout simplement. D'accord. Et donc, tu as fini ce chapitre. Tu es passé à un autre chapitre, donc CM Food. Mais avant de passer à ce chapitre-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêtée? Du coup, je suis passée par un burn-out. Donc, je travaillais en centre ophtalmo pendant 1 an. Et du coup, c'était une structure très différente de ce que j'avais fait avant, parce que j'avais travaillé 6 ans en libéral. Wow. Et attends. C'est beaucoup. 2, 3... Non, je dis des bêtises, 4. 4 ans libéral et 3 ans dans un cabinet avec un ophtalmo. On était 2 orthoptistes. Donc là, franchement, on avait un bon ratio. On faisait de la rééducation aussi en salariat et ça, c'est très rare. D'accord. Donc, du coup, franchement, c'était un peu la planque. Et du coup, après, j'ai changé parce que le salaire était beaucoup plus intéressant en centre. Et c'était un nouveau centre qui venait d'ouvrir. Donc, au début, le rythme était assez tranquille. Et après, ils ont commencé à rajouter des ophtalmos, rajouter des rendez-vous, des plages de rendez-vous surbookées. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour moi, l'augmentation de charge de travail. L'ambiance aussi, du coup, avec l'équipe. Tout le monde était plus tendu parce que... Oui, on travaille beaucoup. Voilà. Et c'était vraiment moins épanouissant parce que du coup, dans le cabinet où j'ai travaillé avant, c'était un ophtalmo qui était chirurgien. D'accord. Donc forcément, on voit des pathologies. D'un patient à l'autre, les examens sont
pas forcément les mêmes parce que du coup, on va chercher au niveau de leur patho. Mais quand on est en santé ophtalmo, en fait, on va juste du coup mesurer les lunettes qu'il leur faut et voilà, on est un peu en mode disque rayé à la fin et c'est vraiment pas épanouissant. Donc voilà, j'ai fait un petit burn-out à ce moment-là. Ok, et comment ça s'est manifesté chez toi? Du coup, ça a commencé par de la fatigue, mais je l'ai pas compris tout de suite. J'ai commencé à avoir, en fait, j'ai beaucoup somatisé. Donc, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques. D'accord. Au début, c'était des petites inflammations. J'ai eu des inflammations aux genoux, paupières. Après, je commençais à avoir un peu des troubles digestifs, du psoriasis. Quand je me grattais, j'avais des plaques dans la tête. Et puis, je commençais à répéter une phrase. Alors, j'ai vu une amie faire un burn-out juste avant. Et j'ai été beaucoup présente pour elle. Et en fait, je l'entendais souvent dire « Je suis vraiment fatiguée ». Et c'est une phrase qui m'a marquée. Et en fait, quand j'ai commencé à m'entendre la dire, je me suis dit « Oh là là, est-ce que c'est bizarre, ça pue un peu ». Et ouais, du coup, c'est ça. Après, du coup, j'ai commencé à réaliser. J'ai pris quelques jours d'arrêt, mais j'avais pris genre 2-3 jours. Quand je suis revenue, j'étais tellement stressée que j'ai commencé à avoir des vertiges. Et les vertiges, ça a duré jusqu'à ce que je parte vraiment en arrêt, dans mon arrêt long, du coup. Mais ça a duré au moins 2-3 mois. D'accord. Et est-ce que tu commençais à avoir peur d'aller au travail ou t'avais commencé à se manifester d'aller au travail? Ouais, je commençais à avoir la boule au ventre. Enfin, j'avais plus envie du tout. Du tout. Ouais. Donc, c'est à cause de la phrase que tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis pas en burn-out? Ça m'a un peu alertée, mais c'est un peu de tout. Il y a aussi, du coup, un aspect qu'on n'aborde pas forcément tout le temps. Mais de base, je suis quelqu'un qui aime bien m'habiller, m'apprêter et tout. Et là, je m'occupais plus de moi-même. Alors, j'allais travailler en jogging, pas maquillée. Enfin, c'était dur pour moi, en fait, de prendre soin de moi. J'étais vraiment fatiguée et du coup, voilà. Et à un moment donné, en fait, je pense que c'est après les vertiges que j'ai commencé à me dire, ça fait un peu beaucoup. Mon médecin, elle voulait pas diagnostiquer. Elle me disait que non, ça n'a pas de rapport avec le stress, etc. D'accord. Donc, du coup, là, j'ai regardé les symptômes du burn-out. Pourtant, j'en avais vu un de près et tout. Je savais un peu à quoi ça ressemblait. Mais j'avais besoin de voir les symptômes. Et quand j'ai vu que je cochais beaucoup de cases, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud. Mais bon, si tu veux pas en parler, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi elle voulait pas te diagnostiquer En fait, elle voulait pas me mettre d'arrêt long. Parce que du coup, elle avait peur d'être contrôlée. Ah, d'accord. Ouais, donc elle m'a dit, allez voir un psychiatre parce que eux, ils peuvent vous mettre 1 mois d'arrêt comme ça. Et en fait, du coup, elle avait juste peur d'être contrôlée et elle voulait pas me mettre d'arrêt. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais un psychiatre, mais ils vont me mettre sous traitement, sous antidépresseurs. J'avais un peu ce truc aussi de me dire, les psychiatres, c'est pour les gens qui ont des troubles vraiment... Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas aller voir un psychiatre. Enfin, il y a l'étape avant du médecin traitant qui peut te mettre un arrêt. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, bon, non, je vais pas faire ça. Et je suis allée voir j'ai changé de médecin traitant, du coup. Et la personne chez qui tu es allée, la personne t'a tout de suite dit que c'est... Ah oui. En fait, ça se voyait. Ça se voyait que j'étais mal. J'étais une loque, donc à un moment donné, tu vois quelqu'un comme ça, tu peux pas... Tu peux pas ne pas la mettre en arrêt, quoi. Non. Bon, sans commentaire. Donc, quand tu vas chez ce nouveau médecin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on te prescrit? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi du coup, il m'a mis en arrêt. Surtout qu'en fait, pour moi, c'était important d'être en arrêt maintenant parce que déjà, j'étais vraiment arrivée à bout. Il faut savoir que j'avais fait tirer pendant 2 mois encore parce que je voulais voir la RH. Et du coup, j'avais vu la RH, j'avais vu que ça sert à rien en fait parce que du coup, ils avaient pas du côté des employeurs, du coup, ils étaient pas dans une démarche
De t'aider? De m'aider. Voilà. Elle m'a juste dit, il faut prendre des vacances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Je pense que vous êtes fatiguée. Sauf que je devais partir dans 2 semaines pour le mariage de ma sœur. Ouais. Et que du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux pas arriver là-bas dans cet état-là. Fatiguée comme ça. Ouais. Donc, j'avais vraiment besoin de prendre mon arrêt avant. Et voilà, du coup, quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a mis en arrêt tout de suite. Il m'a dit, si tu veux qu'on reconduise l'arrêt après, il faut que je sois déclarée en médecin traitant. Et il m'a demandé si je voulais un traitement que j'ai refusé au début. Donc, du coup, je suis allée... j'ai fait mes 2 semaines d'arrêt, je suis allée à La Réunion. Et quand je suis revenue, du coup, il m'a renouvelée. Et là, mes employeurs m'ont envoyé un contrôle. Donc, le médecin est arrivé. Heureusement que du coup, ça s'est très bien passé. Donc, il a vu que j'étais mal. Il m'a dit, mademoiselle, vous êtes malade, il faut prendre un traitement. Et en fait, je me suis dit, bon... Pourquoi tu avais refusé le traitement? Non, parce que c'était les antidépresseurs, anxiolytiques et tout. Et je voulais pas. Je voulais pas. Je savais que j'avais juste besoin de me reposer et enfin, voilà, de prendre du temps pour moi. Et, voilà. Mais du coup, c'est vrai que dans la chaîne un peu... dans la chaîne du coup des arrêts et tout, fallait que ce soit quand même médicalement justifié. Donc à un moment donné, du coup, j'ai accepté qu'on me prescrive le traitement. D'accord. Ok. Et j'en perds mes mots parce que c'est un sujet que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, mais ils se disent non, je dois aller travailler, mais en fait, il faut vraiment s'arrêter. Et comment toi, tu as surmonté ça concrètement? Et après, est-ce que après le traitement médical, il y avait un traitement autre que celui médical? Est-ce que les médicaments, d'ailleurs, ça t'a aidé? Comment tu as fait? Du coup, j'ai pas pris les médicaments. C'est un choix. Ouais. Je voulais vraiment pas rentrer là-dedans, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la dépendance. Mais du coup, j'ai été suivie d'abord par une psychologue. Tant que j'ai été suivie tant que en fait l'arrêt est prescrit par le médecin traitant, on peut être suivi par des psychologues. D'accord. Au bout de 6 mois, du coup, le médecin traitant n'a plus le droit de prescrire, de prolonger l'arrêt. Donc là, il faut passer par des psychiatres. D'accord. Donc là, du coup, je suis arrivée quand même à un moment donné à passer par un psychiatre et du coup, ça a pas changé grand-chose en vrai. Du coup, on nous demande de parler de nous. Une thérapie, enfin, tu discutes quoi, une thérapie, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça a aidé dans ton processus de guérison? Franchement, au niveau du travail, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que du coup, ils sont beaucoup allés sur le terrain perso. Alors que moi, j'avais vraiment envie qu'on traite mes traumas du travail, en fait. Pourquoi je me sentais plus capable de reprendre un autre travail. Je me sentais vraiment incapable de travailler. Et ils sont allés parler de toute ta vie. Ouais. Donc, en fait, ça a été plus un travail personnel, beaucoup de repos et du coup, heureusement que j'étais bien entourée. Donc, ouais, ça a été plus quelque chose de personnel et qui a pris du temps plutôt que les tours chez les médecins. Ouais, après, je pense qu'il y a peut-être des psychiatres qui sont spécialisés là-dedans. Moi, du coup, je suis pas tombée sur quelqu'un de spécialisé dans le burn-out. Mais je pense que du coup, oui, ça doit exister et que ça doit être un peu plus efficace. Et est-ce que, enfin, pas est-ce que, selon toi, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Justement, tu disais ça tout à l'heure, au lieu de te dire prendre des vacances, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour prévenir le burn-out? Être à l'écoute. Être à l'écoute de leurs salariés et puis avoir de la compassion et pas juste regarder les chiffres. Parce qu'en fait, moi, clairement, c'est ce que j'ai vu, qu'ils avaient juste la rentabilité en tête et que du coup, le management était devenu toxique
alors qu'au final, on était un centre qui tournait très bien. Et ils auraient pu se contenter de ça. Mais comme ils voulaient toujours plus, en fait, ils ont commencé à nous serrer, voilà, au lieu de nous écouter. Parce que du coup, je les ai prévenus, en fait. J'ai prévenu ma manager, en tout cas, quand ça a commencé à être trop pour moi et que j'ai senti que je commençais à arriver à mes limites. Je l'ai prévenue. Et en fait, au lieu de m'écouter, elle était pas contente parce que du coup, je pense qu'elle-même, dans son rôle de manager, elle était un peu perdue. Dépassée, Ouais, un peu dépassée. Et du coup, elle a préféré, du coup, plus déverser sa pression sur nous plutôt que, du coup, nous écouter et faire en sorte que ça se passe mieux. Et donc, du coup, quel message tu aimerais faire passer à quelqu'un qui passe par une étape de burn-out et qui a besoin d'être soutenu, mais qui hésite un peu, je ne veux pas aller voir le médecin et tout, parce que la personne est un peu dans le déni de la situation? Faut pas hésiter à prendre soin de soi parce qu'en fait, plus on attend, plus ça s'aggrave et plus ça prend de temps pour rebondir. Donc, vraiment, faut prendre le temps. Quand on se rend compte que ça va pas, plutôt que de faire traîner les choses, prendre un peu de temps pour soi, prendre le temps de prendre soin de soi. Et en fait, dans la plupart des cas, en tout cas dans le salariat, un métier, au final, un travail, on n'est pas rattaché à notre travail à vie. Donc, au final, c'est notre santé qui doit passer en premier. Et qu'est-ce que tu as fait pendant... Tu as fait 1 an et demi d'arrêt? Ouais. Tu as fait quoi pendant ces 1 an? Du coup, au début, c'est vrai que j'avais du mal à me reposer parce que je suis du genre à être un peu partout, à être un peu, voilà. J'ai un esprit aussi du coup créatif et entrepreneurial, donc j'avais envie de faire des choses. J'avais commencé à réfléchir à un projet d'atelier créatif. Ensuite, du coup, j'ai voulu commencer ma formation. Mais là, on m'a conseillé, du coup, c'était juste après mes 6 mois d'arrêt, les 6 premiers mois. Et là, on m'a conseillé de vraiment me reposer. Parce qu'on m'a dit, là, t'es pas encore t'es pas encore vraiment reposée. Moi, vu que je partais de très bas et j'avais un petit peu remonté, je me suis dit, ça va mieux. Mais en fait, j'étais pas encore revenue au point de base. Et du coup, on m'a dit, non, là, faut vraiment te reposer. Et du coup, c'est là où j'ai décidé, ok, je vais vraiment me reposer. J'ai pris du temps, je suis repartie voir ma famille aussi. Ça, c'était super important pour moi parce que c'est à La Réunion que je suis vraiment rechargée, que j'étais vraiment plus entourée et dans mon environnement. Donc, ouais, fallait prendre du temps. D'accord, pour revenir. Et à quel moment tu sais que tu es prête et que tu reviens? Je l'ai senti. J'ai senti quand vraiment j'étais vraiment prête en fait à avancer. J'étais prête à avancer. J'étais pas juste excitée par l'idée de faire quelque chose d'autre, mais je me suis sentie apaisée en fait. Tu n'avais plus la peur de reprendre un boulot, tout ça? Ou une activité tout simplement? Je dirais pas forcément qu'on n'a plus la peur parce qu'en fait c'est quand même quelque chose de nouveau vu que j'ai fait une reconversion. C'est quand même quelque chose de nouveau, donc il y a toujours un petit peu de peur de la nouveauté, mais j'étais en paix. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es guérie? Je pense que oui. Après, vu que j'ai pas vraiment, je suis pas vraiment retournée bien dans le monde du travail tout court. J'ai besoin aussi de re-rentrer dans le monde du travail pour vraiment me prouver. Donc là, j'ai eu quand même un petit contrat un peu, un petit dépannage, on va dire, dans la com. Ça m'a permis de remettre un petit doigt de pied comme ça dedans. Et déjà, ça a commencé à me dire que bon, ok, en fait, je suis capable de prendre des engagements, je suis capable de... Parce que ça, pour moi, reprendre des responsabilités, un engagement, c'était devenu impensable, en fait. Oui. Okay.
Donc, t'es revenu un petit peu dedans. Tu as parlé de ça tout à l'heure. En tant que community manager food. C'est ça. Donc, toi, tu t'occupes que de la nourriture. Ouais, alors en fait, en tant que community manager, du coup, je peux faire, par exemple, d'autres prestations comme du coaching avec des entrepreneurs qui font autre chose, etc. Mais en fait, sur les prestations de community management, ce qui m'intéresse, en tout cas, et là où j'ai envie de me spécialiser, c'est dans le secteur de la food. D'accord. Ouais. Enfin, vraiment, la création de contenu sur la food. Après, le community management, du coup, c'est quand même transverse à un peu toutes les formes d'entrepreneuriat. Donc, au niveau de d'autres prestations que je peux avoir, comme du coaching, c'est possible aussi. Ok. Je vais faire une petite pub de quelque chose qu'on fait. On a une série de vidéos qu'on appelle Versus, où on fait le lien entre deux métiers qu'on confond, qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, social media manager et community manager, psychologue et psychiatre, audit et contrôle de gestion, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des petites capsules de même pas une minute. Hein, donc, ça vous prendra pas une minute de regarder ça et de savoir quelle est la différence entre deux métiers que vous confondez certainement. Voilà, c'était ça. C'est une capsule qui s'appelle Versus qu'on a créée il y a pas longtemps. Okay. Donc, pourquoi tu fais le choix d'être CM? Du coup, pendant mon burn-out, je me pose et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire dans la vie, en fait? Qu'est-ce que j'aime? Et c'est là, en fait, que je fais le travail que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Oui. Ouais, pendant mon orientation scolaire. Sauf que c'est vrai que, du coup, c'est un métier qui n'existait pas, en fait, quand j'ai fait mon orientation scolaire, parce que c'était vraiment le début de l'ère des réseaux sociaux. Et du coup, c'était pas vraiment exploité encore par les entreprises, les entrepreneurs, pour du coup mettre en avant leur marque, etc. Donc, du coup, je réfléchis et c'est vrai que j'ai pris connaissance de ce métier par TikTok. Ça, c'était pendant le confinement et c'est vrai que je m'étais dit, ah, c'est super intéressant. Mais en fait, moi, j'ai mon métier et j'étais accrochée un peu à ma stabilité financière. Donc, je me suis dit, bon, ça a l'air cool, mais voilà. Et en fait, quand je me suis vraiment repenchée dessus, j'ai vu qu'en fait, le community manager en freelance, il intégrait toutes les choses que j'aime, en fait. Toutes les choses qui avaient pu m'intéresser dans ma vie étaient... pas toutes les choses, mais beaucoup de choses qui m'ont intéressée étaient condensées dedans. Parce que du coup, le marketing, ça m'intéressait, mais je voulais pas faire d'école de commerce. Donc, j'avais un peu laissé ça de côté. Tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est un peu graphique, tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, tout ça un peu, c'est vraiment des domaines qui m'intéressent. Et au final, je me suis rendu compte que c'est un métier qui regroupe tout ça. Et aussi, en plus, qu'il y a un rythme où on fait pas la même chose tous les jours. Oui. Et donc, moi, je me dis, c'est cool parce que je vais pas m'ennuyer, quoi. Et pourquoi tu fais le choix de la food spécialement? La food, alors au début, je m'étais dit, mais moi, juste, j'aime trop filmer la nourriture et tout. Donc, je me suis dit, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce que j'aime trop. Et c'est vrai que pendant le confinement, il commençait à y avoir les comptes food influence. Et je voulais lancer un compte comme ça et tout. Sauf que, je savais pas comment faire, j'avais pas trop le temps. Et du coup, j'avais laissé tomber. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Mais je comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'au moment où je vais chez ma tati et là, en fait, on cuisine ensemble avec ma tati et mon cousin et je me rends compte qu'en fait, la nourriture dans ma famille, du côté de ma mère et du côté de mon père, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'en fait, ça devient même notre langage de l'amour, en fait. D'accord. Donc, c'est sentimental et c'est tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec j'ai vu un restaurant que j'aime bien. Non, ouais, c'était plus profond que ça, mais je me suis pas rendu compte tout de suite. Ok. Et ta formation, comment ça s'est passé? Tu as fait une formation pour ça? Oui, j'ai fait une formation. Alors, c'était une formation en ligne qui est faite par des freelances pour devenir freelance. Donc, c'est vraiment une formation de reconversion professionnelle. Et du coup, elle était sur 3 mois.
mais elle était tellement riche en vidéos. Il nous a très bien dit, vous aurez pas le temps en 3 mois de la terminer. Mais en fait, on a encore accès aux vidéos, donc après, on a le temps de la finir. Mais du coup, c'est une formation où pendant 3 mois, il nous pousse à l'action. Il nous pousse à faire les choses, à nous lancer. Donc, voilà. Ok. Et entre ton métier d'orthoptiste et celui de CM, est-ce que tu as gardé des choses dans ton premier métier que tu utilises encore aujourd'hui, organisation, ce genre de choses? Je pense pas vraiment, parce que c'est vraiment 2 métiers qui sont opposés. Donc, je saurais pas trop dire, mais ouais, je pense pas. Et comment tu t'inspires au quotidien pour faire du contenu? Parce que tu as 2 comptes. Tu as ton compte personnel et tu as ton compte où tu postes ton compte pro. J'ai mon compte pro et j'ai mon compte pour les ongles. Ah oui, c'est vrai. Tu as le compte pour les ongles. Donc, comment tu fais? En fait, faut aller chercher l'inspiration parce que j'ai vu une vidéo un jour où il y a quelqu'un qui dit ça et c'est très vrai, c'est qu'en fait, même dans l'art, on ne crée rien à partir de rien. En fait, c'est toujours des inspirations qu'on prend à droite, à gauche, et qu'on se réapproprie, qu'on mélange et qu'on se réapproprie. Donc, en fait, c'est beaucoup d'inspiration. C'est ce qu'on appelle la veille, du coup, en community management. Donc, faire de la veille, mais du coup, savoir se réapproprier. Et voilà, après, du coup, avoir un petit peu de créativité quand même. Et c'est difficile de se différencier dans un secteur qui est autant saturé? En fait, je pense qu'il faut pas essayer justement de faire comme tout le monde, mais d'être soi-même. Et si on est soi-même, je pense qu'on peut se différencier. Ok. Et tu t'es lancée à ton propre compte ou tu es encore en train de gérer certaines pistes? Je suis en lancement, on va dire, ouais. Et c'est quoi tes défis enfin, bon là, tu pas encore lancé, mais est-ce que tu as pu voir du dépannage que tu as fait? C'était quoi un peu les défis Ouais, du coup, pour le resto avec qui j'ai travaillé, j'ai vu que ça pouvait être un peu compliqué de s'adapter parce que moi, je m'étais dit, bon, comme tous mes collègues CM qui travaillent dans la food, je vais venir une fois par mois faire un tournage et tourner tout le contenu du mois en une fois. Tourner pendant les rushs, des images où les cuisiniers travaillent et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se passait pas du tout comme ça. Sur le terrain, les réalités du terrain, c'est que filmer pendant le rush, c'est compliqué parce que eux, ils sont dans leur truc, ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps de se poser et de couper les trucs un par un comme ça pour que ce soit joli à la caméra. Il y a les clients qui sont là, donc voilà. Il y a des clients qui veulent pas se faire filmer aussi. Des clients et des membres du staff aussi. À gérer. Ouais, donc il y a des réalités terrain du coup que je connaissais pas, mais du coup c'est super formateur et ça me permet de me dire que ok, en fait va falloir que je m'adapte sur certains points. D'accord. Et tu as pu retrouver un équilibre entre ta vie de maintenant et je dirais pas dans ta vie de maintenant et ta vie d'avant, mais est-ce que ça va, tu l'as déjà dit, ça va mieux qu'avant, mais par rapport à la charge de travail que tu as pu voir, c'est mieux comparé à ce que tu as laissé? Disons que pour l'instant c'est pas très comparable parce que en plus là j'ai pas eu vraiment de plusieurs contrats en fait et pas une charge de travail qui reflète ce que je pourrais avoir quand je serai vraiment à 100% dessus. Mais du coup, disons que le fait de faire ce que j'aime et de le faire pour moi, c'est différent en fait. L'entrepreneuriat, je pense que beaucoup d'entrepreneurs pourront le dire, quand on travaille pour soi, qu'on a un projet, que vraiment en fait on aime ce qu'on fait, on compte moins les heures. Oui, c'est vrai ça. Et c'est un peu ils appellent ça mon petit bébé. C'est ça, franchement, je me suis retrouvée à faire du montage à des 22h jusqu'à minuit, 1h. Et en fait, ça m'a pas dérangée parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis mon équilibre aussi en place.
Pourquoi je travaille de 22h à 1h? Parce que peut-être, en fait, j'ai fait mon sport la journée, j'ai fait mes courses, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en fait, j'ai pu d'abord faire rentrer mes besoins personnels. Et du coup, ça m'a permis de, OK, j'ai fait tout ce que j'ai à faire moi, je suis bien. Et là, je vais faire quelque chose que j'aime aussi, même si c'est mon travail, mais c'est quelque chose que j'aime. Et voilà. Et c'est vrai, je comprends tellement ce que tu dis, parce qu'avec les 2 chaînes qu'on a, et avec Eunice, on compte pas nos heures. Deux fois, tu as des montages, tu finis à 1h du matin et tout, mais tu te réveilles le matin, tu es fatigué, mais tu te dis pas, ah, je dois encore recommencer. Mais parce que tu es bien, tu aimes bien ce que tu fais, donc tu es tranquille. Et je suis contente que ça te plaise et que tu recommences à toucher un petit peu à tout, parce que tu as du talent. Merci. Que ce soit pour les ongles et pour la danse. C'est vrai que, je crois que j'ai vu quelques vidéos sur Insta. Et donc t'as plein de talents que tu explores, et je suis sûre que tu vas t'en sortir. Oui, je me fais pas de soucis pour ça. Et on va rentrer dans une partie introspective. Donc on a parlé de ton métier, de tout ce que tu fais. Là, tu vas t'adresser aux téléspectateurs. Et on va faire 3 questions. 3 questions. La première, tu es prête? Oui. Ok. C'est, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut être CM dans la food? Faut être passionné, créatif et savoir s'adapter du coup à nos clients. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? J'aurais aimé savoir qu'en fait, un métier, c'est ce que tu fais en fait sur la plupart de ta journée. Ça prend vraiment une grosse partie de ta vie. Et il faut aimer ce que tu fais. C'est pas juste des critères pragmatiques qui doivent définir ce que tu vas faire toute ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Naomi d'il y a 10 ans? Attention, elle paraît facile, mais elle est un peu compliquée, celle-là. Je lui dirais, prends le temps de te connaître. N'aie pas peur du changement. Et prends soin de toi, en priorité. Voilà, droit au but. Merci beaucoup. On tire à la fin de notre échange et on va passer à la partie surprise. Je vais pas te demander de danser, donc ça va. Ah, ça va. Et donc on va faire, c'est toujours des questions, mais c'est des questions un peu plus pas de travail, tout ça. Si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi? Alors, je pense que je serais des nouilles sautées. Non. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le plat traditionnel qu'on mange quand c'est l'anniversaire. D'accord. Notre anniversaire, l'anniversaire de quelqu'un dans les familles chinoises. Parce qu'en fait, les nouilles, ça représente la longévité. D'accord. Voilà, et c'est un plat que j'aime beaucoup, que ma grand-mère fait très bien et que je fais bien aussi. Tu vas en manger là. Tu m'as dit que tu partais en Chine, tu vas en manger. Si ton compte Instagram devait avoir une saveur, ce serait sucré, salé ou épicé? Je pense que ce serait sucré. Je pense que ça se voit au niveau des couleurs. Oui. Ouais. Ce serait sucré, ouais. Moi, je suis une meuf du sucre. C'est vrai? Tu ressembles à quelqu'un de salé, je crois. Ah ouais? Ouais. Maintenant qu'on parle de ça... mélange sucre et salé. Est-ce qu'un CM Food mange tout le temps les plats sur lesquels il travaille? Ouais. Ça, c'est un des avantages. En tout cas, là où du coup j'ai pu faire ma première expérience, c'est un des gros avantages qu'on a en tant que CM Food. Tu fais le tournage et après le tournage, eux, ils vont faire quoi du plat? Bah oui. Mange, hein. Il est là le plat. Est-ce qu'un CM Food a toujours faim? Les autres, je sais pas, mais moi, oui. Ça t'est déjà arrivé de faire une pause en plein tournage parce que t'avais un creux et que la nourriture, ça te donnait trop envie? Ouais, ça m'est arrivé parce que des fois, en fait, vu que je sais que je vais manger le plat du tournage, j'y vais le ventre vide. Et quand ça prend trop de temps, très efficace. Ça m'est arrivé de picorer un petit peu dans l'assiette comme ça sans que ça se voit. Très, très efficace. C'est quoi quelque chose d'instagrammable? Quelque chose d'instagrammable, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de couleurs, déjà. Une belle structure. Et après, c'est une mise en scène. Il faut mettre ça sur un bon fond, il faut avoir une bonne lumière. Donc, ouais.
Et pourquoi, d'après toi, les gens disent Instagrammable et pas avec Facebook ou avec Snapchat ou avec TikTok? Bah, c'est Instagram en fait qui a instauré ce level, ce standard d'esthétique sur Facebook. Ça, c'est un peu le premier réseau social qui a explosé autant. On mettait des photos un peu juste de nos vacances, beaucoup de textes. Et en fait, Instagram, ça a été le premier réseau social à être vraiment autant axé sur la photo. C'était pour ça d'ailleurs. C'est ça. Avant, il n'y avait que de la photo. Et du coup, ça a un peu amené un standard au niveau de l'esthétique qui a moins sur les autres plateformes. Ok. Le plat le plus Instagrammable que tu as vu? Waouh. Ça, c'est une question, ça. Hein. Purée. Le plat le plus Instagrammable. En fait, là, j'ai tellement travaillé pour mon client que je vois que ces plats dans ma tête comme ça. Mais je pense que j'ai vu moi-même. Oui, que tu as vu. Ah, pas... Bon, celui que tu as fait. Celui que j'ai fait? Maintenant, ouais. Comme celui que tu as vu, tu sais pas trop, ben celui que tu as fait. Ah non, là, je me pose sur une colle. Ah, là, tu me poses trop une colle, là. Moi, je peux te dire, tu as fait une vidéo dans ce restaurant-là que moi, j'ai bien aimé. C'est celle où il y a la mamie, où il y a le couple qui parle de l'appartement, l'autre, ça demande en mariage. Ça, c'était bien. Merci. Ça, c'était bien. Et donc, fun fact sur ton métier de CM Food. Fun fact, à part le fait que je mange tout le temps. Ça nous suffit, c'est bon. Ouais. Donc, on a fini, du coup. Est-ce que tu as un mot de fin? Tu veux dire quelque chose, un dernier petit mot ou c'est tout bon pour toi? Prenez soin de vous. C'est important. Merci beaucoup d'être passé. Ça nous a fait plaisir et je pense que peut-être on pourra faire quelque chose d'autre, on ne sait pas. Ou c'est moi qui veux, ou c'est nous qui allons faire quelque chose d'autre dans ton prochain métier, on ne sait pas. Peut-être. Comme Naomi l'a dit, prenez soin de vous. On a parlé d'un nouveau métier, on a parlé d'une nouvelle personne avec ses défis, avec ses passions. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour passer le mot sur les métiers, sur la maladie, sur l'encouragement. Et je l'aurais dit encore, comme elle a dit, prenez soin de vous et on se dit à bientôt sur Eureka Talents.